Elle, c'était un foie gras qu'elle a laissé son nom. On s'invite à présent chez la comtesse du Barry, à Louvciennes. Cette bonne dame, qui ne se refusait rien, pas même s'offrir un enfant. Voici l'histoire de Zamore dans l'Incontournable. Il l'appelait Mademoiselle Lange. Elle l'enchantait de sa beauté. La comtesse du Barry, de son vrai nom, Jeanne Bécu, fut la maîtresse du roi de France. À défaut d'un mariage, Louis XV lui offre cet îlot de verdure situé à Louvciennes, à quelques foulées à cheval de Versailles. Surplombant la Seine, le domaine abrite un château, un pavillon de musique et bien évidemment, un temple d'amour. Incontournable château de la comtesse du Barry qui cache une toute autre histoire. Celle d'un enfant prêt à tout pour se libérer de sa prison dorée. L'écrivain Ludovic Miserolles nous invite à une fête somptueuse donnée par la comtesse du Barry. Le 2 septembre 1771, Jeanne organise l'inauguration du pavillon de musique. Louis XV est évidemment invité, avec la cour. Et sur une peinture qui a été faite par Moreau, on voit un petit enfant à la peau foncée offrir une tasse de thé à Madame du Barry. Ce petit enfant est Louis-Benoît Zamore. Zamore n'a pas encore 10 ans lorsqu'il est arraché à sa famille au Bengale par un capitaine anglais. Comme d'autres enfants, il traverse les océans vers une terre inconnue, avant de devenir un cadeau de Louis XV à la comtesse. En fait, parce qu'on avait un attrait quand même pour tout ce qui venait de loin. Et ces petits enfants noirs, à la peau sombre en tout cas, aidaient à mettre en valeur la blancheur de la peau de ces dames de cour. C'était aussi une forme d'amusement. C'était presque un... Je vais employer un terme pas très sympa, mais on les voyait plus comme un animal domestique à la limite. Après les perruches, les singes et les épagnols, le nouvel accessoire à la mode est ce qu'on appelle le petit nègre. Depuis son arrivée, Zamore fait sensation. Madame du Barry s'en occupe telle une belle poupée. Ses tenues sont confectionnées par les plus grands couturiers. Une poupée qu'elle veut savante, Zamore reçoit une stricte éducation auprès d'éminents professeurs. C'est vraiment son petit jouet, mais son petit jouet auquel elle porte énormément d'affection parce qu'elle n'est pas mère. Et avoir cet enfant d'une dizaine d'années près d'elle, c'est quelque part un enfant de substitution. À la cour, où le bon mot est roi, on le surnomme Petit Sapajou ou Carlin à deux pattes. C'est un enfant de couleur, donc forcément, c'est quelqu'un d'inférieur. Il n'est pas au même niveau que eux, qui sont blancs, qui se sentent supérieurs en tout. Et en plus, ils sont à la cour. Donc ils sont pratiquement au sommet de la pyramide. Lui, en fait, il n'est rien. Le 10 mai 1774, Louis XV meurt et le nouveau couple royal, Louis XVI et Marie-Antoinette, chasse l'ancienne favorite de Versailles. Madame du Barry trouve refuge dans son domaine de Louvciennes, avec Zamore. Alors quand ils reviennent ici, Zamore est adolescent. Il a entre 14 et 15 ans, donc il grandit. Comme tout animal de compagnie, plus ou moins, quand c'est petit, c'est mignon, et quand ça grandit, on se désintéresse un petit peu de son animal de compagnie. Le jeune garçon s'enferme dans cette demeure où s'enchaînent les saisons. Alors que la colère du peuple gronde dans Paris et que se prépare une révolution, Zamore se nourrit d'idées nouvelles, largement diffusées par les philosophes des Lumières. Il faut savoir que Madame du Barry avait quand même près de 1200 volumes dans sa bibliothèque. Donc il lit énormément et il se prend d'affection pour un auteur qu'on connaît tous, Rousseau, et va commencer à naître en lui un désir de liberté, en fait. En 1789, les révolutionnaires prennent la Bastille. Les nobles sont en danger. Pourtant, l'ex-favorite se pense en sécurité. C'est une ancienne roturière, appréciée par les habitants de Louvciennes pour sa proximité. Mais un révolutionnaire, Georges Grive, avide de pouvoir, jure qu'il aura la tête de la du Barry. Il scrute, espionne et charme Zamore.
Le 31 juillet 1793, Grive va publier un pamphlet contre Madame du Barry. Sauf que Madame du Barry se rend compte de ce qui est écrit dans ce pamphlet et elle se dit que les choses qui y sont décrites ne peuvent venir forcément que de gens de l'intérieur. Trahie par Zamore, la comtesse lui donne 3 jours pour quitter Louvciennes. De nouveau orphelin, il se rapproche davantage des milieux révolutionnaires. Malgré la protection des Louvciennois, Grive arrête la du Barry, accusé de profiter de voyages en Angleterre pour comploter contre le nouveau pouvoir. Pas mal d'émigrés français, des contre-révolutionnaires étaient en Angleterre. Donc on dit que Madame du Barry a donné de l'argent à ces contre-révolutionnaires pour financer la contre-révolution. Le 22 septembre 1793, Jeanne du Barry est conduite à la prison de Sainte-Pélagie. Zamore devient responsable des scellés du château de Louvciennes. Ce pouvoir qui est donné à Zamore sur les biens de son ancienne maîtresse, c'est une revanche. C'est une revanche parce qu'il se dit, voilà, maintenant tout ça, c'est sous ma responsabilité. C'est moi qui décide. Quelques mois plus tard, Jeanne du Barry comparaît devant l'accusateur public du tribunal révolutionnaire. La déclaration de Zamore est décisive. Le témoignage en lui-même n'est pas trop accablant. Par contre, ce qu'il est aux yeux des juges et aux yeux du public, c'est que la personne qui vient accuser Madame du Barry est une personne qu'elle connaît depuis plus de 20 ans. Le 7 décembre, la sentence tombe. Jeanne est guillotinée sur le champ. Zamore rejoint le comité de surveillance révolutionnaire de Versailles, mais la révolution s'essouffle. Le décret de la Convention du 4 février 1794, qui abolit l'esclavage, n'est jamais appliqué. Là où il croyait en la liberté, en l'égalité, en la fraternité, elle s'est rendue compte que libre, il n'était pas vraiment. Égal à ses semblables, encore moins. Et la fraternité, par rapport aux gens de couleur, c'est difficile. Les dernières années de sa vie, quand on s'adresse à Zamore, forcément, on lui parle de Madame du Barry. On lui parle de ces années révolutionnaires, on lui parle de toute cette période un peu sombre. Et à chaque fois qu'on lui parle de cette période, Zamore a les larmes aux yeux. Est-ce que c'est des larmes de rage? Est-ce que c'est des larmes de honte? En tout cas, il ne veut plus parler de cette époque. Zamore termine sa vie dans la plus grande misère à Paris et meurt au numéro 9 de la rue Perdue. Allez, c'est le moment de découvrir la réponse à la devinette. Est-ce que vous avez trouvé comment les habitants de l'Île-Dieu sélectionnaient, au début du XXe siècle, les meilleures cargaisons de thon? Eh bien, ils les reniflaient. Alors ça paraît évident, mais il y avait un métier pour cela. C'était le travail des senteuses, un métier 100% féminin. Quand un bateau arrivait au port, elles devaient renifler les cargaisons pour sélectionner les plus fraîches. Un savoir-faire très recherché puisqu'elles étaient plus expérimentées et donc mieux payées que toutes les autres ouvrières du port. Et c'est donc ainsi que s'achève Invitation au voyage pour aujourd'hui, mais je vous dis bis bald.